Je voudrais commencer par remercier surtout Jean-François Cabeston ainsi que ses collaborateurs Eduardo Piccoli et Joseph Maria Garcia Fuentes. Et je voudrais ensuite exprimer mon regret très sincère de ne pas être physiquement parmi vous aujourd'hui. J'avais initialement prévu de faire le voyage à ce qui est l'une de mes villes préférées du monde et qui m'a beaucoup manqué pendant notre long cauchemar covidien, mais je suis très heureux d'être avec vous, au moins virtuellement aujourd'hui. Je parlerai aujourd'hui de 3 moments dans l'histoire de Notre-Dame de Paris. 3 moments que je voudrais présenter comme emblématiques de la façon dont nous, les modernes, avons négocié les liens qui nous unissent à l'histoire à travers les espaces construits et les artefacts. Ces 3 moments se situent en 1780, dans les années 1840 et en 2019. Vous savez tous pourquoi je parle de 2019 et aussi des années 1840, mais vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec 1780. Cette année-là, un embellissement de Notre-Dame, comme on disait à l'époque, a été entrepris. Les peintures anciennes, les statues et beaucoup d'autres preuves de dévotion religieuse ont été enlevées et le bâtiment blanchi à la chaux. Ce n'était ni la première ni la dernière fois que cela se produisait, mais cette fois-ci, c'est l'occasion d'un échange de lettres fictives dans le Journal de Paris, quotidien de la capitale depuis 3 ans. Ces lettres étaient centrées sur une famille vivant sur l'île de la Cité, un vieux marchand bonnetier, pieux, et ses 4 fils. Ils se disputaient à l'heure du repas, souvent de manière assez comique, à propos des rénovations de la cathédrale. L'état de Notre-Dame, avant cet embellissement, est évoqué par une gravure de Pierre Aveline qui montre l'intérieur de l'église. Le chœur était fermé par un écran en fer forgé, flanqué d'autels élaborés et garnis de stalles sculptées, de statues et d'autres accessoires de dévotion. Dans les bas-côtés et les chapelles, les peintures noircies par la fumée se bousculaient avec des ex-voto, des oriflammes et des statues de rois et de saints. La nef était dominée par les offrandes des orfèvres parisiens, des tabernacles suspendus des voûtes ainsi que les tableaux des grands mailles attachés aux piliers de la nef. Et enfin, il y avait la célèbre statue de Saint Christophe sur sa montagne, portant le Christ sur son dos, qui se voit ici sur la droite. En août 1780, pendant que l'embellissement de cet intérieur battait son plein, le Journal de Paris publie la première des lettres fictives que j'ai évoquées avant. Signée par un personnage nommé M. Bonnard, elle s'ouvre sur une série d'annonces biographiques. Je suis marchand bonnetier, établi dans le quartier de la Cité. J'ai eu 9 enfants de ma femme, 5 filles et 4 garçons. Les filles sont mortes et les garçons se font vivre. Il ajoute que dans leur enfance, quand j'ouvrais ma Bible ornée de figures, ils se foraient dans mes jambes ou montaient sur mes épaules derrière mon fauteuil pour voir les images. Il fallait par complaisance feuilleter tout le livre avant que d'en lire un mot. Mais s'ils sont tous infectés par la fureur des images, ils ont chacun des goûts très différents. Mon aîné en achetait pour les enluminer, mon cadet pour les copier à la plume, mon cadichon en imitait les châteaux avec du charbon sur tous les murs, mais mon culot n'était jamais plus heureux que dans le temps des marrons d'Inde, dont il faisait avec un kyrielle de tête qui ne finissait pas et qu'il arrangeait sur notre cheminée. Le père Bonner les envoie donc tous à l'école gratuite de dessin. Avec le temps, l'aîné devient peintre, le second graveur, le troisième architecte et le plus jeune sculpteur. Le peintre, nous dit-il, est vif et têtu. Le graveur est calme, délicat, méthodique. L'architecte est un grand garçon et un beau parleur. Il projette déjà un air de grande suffisance. Le sculpteur est un personnage trapu, puissant,
taciturne qui dit exactement ce qu'il pense. Bonnard décrit ensuite la discussion familiale qui s'est déroulée lors d'un dîner récent et qui concerne le blanchiment de Notre-Dame. Le débat commence lorsque le fils, qui est peintre, s'est plaint de la suppression des tableaux. « Quoi? Pour le plaisir de voir des murs bien badigeonnés, on nous prive des leçons sublimes de Le Sueur, de Lebrun, de Bourdon et de tant d'autres. Leurs tableaux étaient des trésors où pouvaient journalement puiser tous les artistes. » Puis l'architecte étouffe cette explosion. Rien n'est encore décidé. Il est possible que les tableaux soient encore accrochés dans les galeries supérieures. Dans les galeries, s'écrie le peintre, y aura-t-il un droit d'entrée pour les voir? Ce ne sera sans doute que le premier pas vers leur disparition pure et simple. Bientôt, les tableaux ne seront plus exposés que dans les galeries privées ou dans des pays étrangers. L'architecte fait remarquer que les peintures ont tendance à s'abîmer dans l'espace actif de la cathédrale. Et d'ailleurs, tu conviendras que les piliers de l'église ainsi dégagés découvrent l'élégance de ce vaisseau qui a de la grâce en lui-même. Puis le père interrompt pour demander au sculpteur ce qu'il en pense. Sans lever les yeux de son assiette, le sculpteur fronce les sourcils et annonce qu'il préfère détruire la vieille statue incompétente et mal proportionnée de Saint Christophe. Une autre lettre est apparue 3 jours plus tard, signée par une personne qui prétendait être affiliée au chapitre de la cathédrale. La lettre demandait au rédacteur de rassurer la famille Bonnard que le chapitre n'avait aucune intention de se débarrasser des peintures de la cathédrale. Cependant, il affirme ensuite que « admiration » est le seul mot qui exprime la sensation qui éprouvera tout homme impartial en entrant à Notre-Dame. « J'y allais hier, la foule était grande et je ne vis que des admirateurs. En ce qui concerne les tableaux, les plus importants seront probablement accrochés à nouveau dans la croisée, tandis que les autres seront déplacés dans la tribune du chœur. En conséquence, l'architecture de cette nef, toute gothique que M. Bonnard le trouve, peut se passer d'une surcharge étrangère. Et j'ose en juger par le plaisir que m'a fait, ainsi qu'aux autres spectateurs, cet aspect nouveau, ce développement que nous ne connaissons point encore. Il conclut en convenant de bon cœur que la statue de Saint Christophe, si grossier et si ridicule, sera bientôt enlevée. La lettre suivante, 4 jours plus tard, est celle du fils architecte. Son point de vue a été déformé, écrit-il, car son frère le peintre, et non son père, a écrit la lettre publiée le 16 août. Il souhaite mettre les choses au clair. Paraphrasant les observations sur l'architecture de Laugier, il déclare que l'unité et la simplicité sont les principes centraux de l'art. La seule façon de traiter une église gothique est d'abord de déterminer son caractère esthétique distinctif et de tout faire pour mettre ce caractère en valeur. Tout ce qui est étranger à ce caractère doit être exclu. Le caractère du gothique est une majesté imposante, un air de grandeur qui vient moins de l'étendue et de la capacité réelle de l'édifice que de la disposition et de la liaison harmonieuse de ses parties. Elle provient de l'interpénétration des parties, des longues élévations ininterrompues et de ses faisceaux de colonnes. Il y avait un svelte, une légèreté extrême qui forme un spectacle toujours nouveau, toujours séduisant. Si vous détruisez ce spectacle, vous faites disparaître le principal mérite de ces églises. Et c'est exactement ce que l'accumulation de peinture a fait. La décoration était précieuse, elle est vraie, mais elle était déplacée. On a donc fait judicieusement de la supprimer. Il exprime l'espoir que la plupart des tableaux seraient envoyés au musée actuellement en projet au Louvre et que seuls quelques-uns seraient réinstallés dans l'église.
Il critique également les décorations modernes de Louis XIV qui recouvrent les piles gothiques du chœur. Elles pervertissent le système d'architecture et détruisent le jeu et l'opposition des ombres et des lumières. Il demande aussi la suppression du jubé médiéval et de ses autels latéraux, car il bouleverse les qualités spatiales de l'architecture. Deux autres lettres ont suivi de la part de Bonner père, décrivant un autre dîner difficile. Ça commence quand l'architecte fait la morale à la famille autour de la table du dîner, répétant toutes ses affirmations précédentes jusqu'à ce qu'ils sont pris d'une quinte de tout. La mère et deux autres frères le mènent dans la pièce voisine où ils lui tapent sur le dos et lui font boire des verres d'eau. Le frère peintre profite de l'indisposition de son frère, l'architecte, pour réitérer ses arguments sur les tableaux. L'échange prend fin lorsque l'architecte revient. Car alors, le père fait taire tout le monde et déclare que désormais, il y aura un silence absolu sur le sujet de Notre-Dame. Et il en fut ainsi. Plus aucune lettre ne fut publiée. L'élément fondamental de ces débats est une partition de l'Église en composantes artistiques distinctes. Pour les quatre frères, cette partition correspond à leurs attaches professionnelles respectives. Chaque fils privilégie l'art qu'il professe et recherche pour lui la liberté et l'autonomie. Même le peintre, qui pourrait sembler plaider en faveur de l'intégration, déclare qu'il accepterait la suppression des peintures si l'architecture de la cathédrale était classique. Mais au bout du compte, ce n'est que du gothique. Ce qui lui dérange donc, ce n'est pas le principe de la séparation des arts en arènes distinctes, mais plutôt l'insulte de supprimer ou de marginaliser les peintures au profit d'une architecture de second ordre. Cette querelle domestique, je dirais, reflète à un niveau microcosmique la sphère publique bourgeoise contemporaine de la culture de l'imprimé et du débat public, tel qu'elle s'est développée au cours du XVIIIe siècle. Cette sphère discursive a donné une visibilité sans précédent à la variété des perspectives et des intérêts qui composent la société. Comme l'a fait l'Internet à notre époque, elle a également exposé la réalité de la désunion et du conflit qui se cache sous l'illusion d'une société ordonnée. La correspondance sur Notre-Dame, en tant que mise en scène domestique de ce paradigme, semble impliquer que la réalité disconcertante de cette nouvelle culture publique n'est pas si différente des bouleversements familiers d'un simple conflit générationnel. Le personnage intéressant ici est Bonner père, dont la conduite et le point de vue sont complètement à l'opposé des normes du débat public qui alimentent la querelle de ses fils. Son récit est surchargé d'apartés personnels aimables mais non pertinents. Il admet qu'il n'est pas à l'aise avec le débat et s'excuse continuellement pour les excès argumentatifs de ses fils. À la fin, il déclare un moratoire sur toute nouvelle discussion. En effet, il se soucie davantage de ses fils personnellement que de leurs arguments et ne dit presque rien pour contester ou même pour s'engager dans ce qu'ils disent. Et lorsqu'il donne une rare opinion personnelle, il ajoute le modeste qualificatif « si j'étais le maître ». Il précise bien qu'il ne fait qu'exprimer mon sentiment à moi et non une vérité universelle. Et lorsqu'il explique pourquoi il préférait que les tableaux des grands maîtres soient réinstallés dans la cathédrale, il fait référence à une chose que ses fils ne mentionnent jamais, la mémoire. Je ne me connais ni en gothique ni en décoration. Je vous avoue que je voyais toutes ces peintures répandues dans le pourtour de la cathédrale comme autant de chapitres de l'Évangile ou des Actes des Apôtres, écrits dans une langue universelle pour être entendus par les fidèles de toutes les nations. Ces différents traits des livres saints rappelés ensemble à ma mémoire m'inspiraient la méditation.
Voilà ce qui m'y déterminerait à conclure, si j'étais le maître, qu'ils fussent remplacés. Cette préoccupation pour la mémoire est fondamentale. En effet, elle caractérise le langage du père tout au long de la correspondance, comme lorsqu'il évoque l'enfance de ses fils. Et on note aussi que sa mémoire est souvent spatiale, comme lorsqu'il évoque les châteaux dessinés sur le mur et les marrons sculptés le long de la cheminée. Le fils qui est peintre répond à son père par un commentaire condescendant. « Mon père, vos raisons sont dignes de vous, vous parlez en chrétien. Pardon si je ne parle qu'en artiste. » Et le père se retire volontiers, soucieux avant tout d'empêcher ses fils d'en venir aux mains. J'ai suggéré précédemment que la querelle de cette famille semblait assimiler les conflits de la vie publique à ceux du conflit des générations. Mais les interventions du père pointent dans la direction opposée, vers la possibilité que la transmission de la mémoire pose un problème fondamental dans la nouvelle sphère publique bourgeoise. Car si c'est la mémoire qui constitue les communautés traditionnelles, elle se dissout quand elle circule dans une sphère publique spatialement éclatée, régie par une subjectivité critique. Dans cette perspective, le père représente un spectre de perte, une perte vaguement sentie de ces cadres d'intégration qui autrefois permettaient aux communautés d'ancrer leurs expériences dans des récits passés, des récits soutenus par un processus dynamique de souvenir et d'oubli, dans lequel le palimpseste stratifié d'un ancien lieu sacré pouvait jouer un rôle vital. Maurice Halbwachs a théorisé que les lieux jouent un rôle unique et puissant dans la cohésion des communautés lorsqu'ils incarnent un sentiment partagé de continuité avec le passé. Memoria sert à socialiser les artefacts culturels, comme la cathédrale et son contenu, en les saturant et en leur donnant leur sens. Le discours critique désincarné, au contraire, s'effile ce tissage d'artefacts et de mémoire. En parlant en tant que chrétien, le père timide aborde l'Église comme un mnémotechnique collectif qui témoigne matériellement de la vie et des croyances d'une communauté qui, pendant des siècles, a utilisé ce lieu à cette fin. Le père ne perçoit pas la cathédrale comme une série d'espaces d'expériences cloisonnés, l'espace de l'expérience esthétique, l'espace de l'expérience religieuse, même l'espace d'oubli pour les objets qui ne s'intègrent nulle part, comme la statue grossière mais bien aimée de Saint Christophe, détruite 4 années après ces lettres ont été publiées. Ainsi, ces lettres nous rappellent que le purisme esthétique, celui qui embellit une église en la vidant afin de mettre en valeur sa forme, ce purisme a un prix. Il dépouilla et disperse ce qui servait autrefois de support à la mémoire collective. Il nous invite à nous demander si cet esthétisme est peut-être l'ombre inévitable d'une société moderne d'étrangers anonymes qui fait face à sa propre fragmentation. Nous faisons maintenant un bond de 60 ans en avant, jusqu'à la restauration de la cathédrale par Viollet-le-Duc et Lassus. Bien que dans un certain sens, l'histoire remonte à Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, qui a popularisé la répugnance romantique envers l'architecture classique moderne et a mis en avant le gothique comme le produit négligé du génie français. Ce cadre romantique reflétait beaucoup de choses, mais surtout un sentiment d'incertitude, voire de désespoir face au présent. Viollet-le-Duc lui-même écrit en 1844 que lorsque les sociétés se tournent vers l'histoire, comme le fait actuellement la société française, c'est un sentiment instinctif de son erreur présente et le désir de sortir d'une route fausse. Quoi qu'il en soit, ce retour vers le passé est presque toujours un signe de détresse, une ressource extrême qu'emploient les intelligences lorsqu'elles désespèrent du présent.
Les bouleversements et les ruptures de la vie du XVIIe siècle avaient fini par paraître universels avec la Révolution française. L'idée d'une rupture avec le passé, pour le meilleur ou pour le pire, a commencé à apparaître comme une propriété essentielle de l'époque actuelle. Au XVIIIe siècle, comme nous venons de le voir, l'émergence d'une nouvelle idée du public était déjà ressentie comme une rupture, du moins pour les personnes relativement instruites. Ceux qui avaient accès aux publications imprimées avaient fait l'expérience d'un nouveau sentiment d'appartenance à une communauté spatialement éclatée, anonyme et finalement imaginée. Une communauté constituée uniquement dans l'abstrait, c'est-à-dire de manière informationnelle. Or, l'un des thèmes que j'ai mis en évidence dans la querelle familiale du Journal de Paris est la séparation de l'esthétique de l'éthique. Pour le père, la cathédrale offrait un cadre intégré. Pour les fils, c'était une espèce esthétique tout court, dans lequel la mémoire n'était plus en jeu. On retrouve ici implicitement le sens de l'esthétique pure en tant qu'universelle. Plutôt qu'un encombrement religieux et mémorial ayant une signification pour une seule communauté, l'esthétique devait être accessible à tous. C'est là la différence entre le tableau qui est accroché au-dessus d'un hôtel et le tableau qui est accroché dans un musée. Dans un cas, on prie devant le tableau. Dans l'autre, on ne le fait pas. Cette tendance à séparer l'éthique de l'esthétique est évidemment une habitude moderne, et ce pour des raisons sociales. Aux dépens des communautés particulières, les infrastructures modernes de communication tendent à nous lier à des communautés informationnelles du type de celles qui sont apparues avec le public bourgeois du XVIIIe siècle. Et c'est là que l'architecture intervient. Si les modernités tendent à produire des communautés abstraites et imaginées plutôt que des communautés spatialement situées, alors quel type de mémoire collective est disponible pour une communauté imaginée abstraite? Certaines des angoisses les plus profondes de la réflexion sociopolitique du début du XIXe siècle étaient centrées sur cette question, si ce n'est dans ces termes. Car c'était là l'enjeu crucial de la réponse romantique à l'aspiration révolutionnaire de jeter un voile d'oubli sur le passé. Les romantiques espéraient au contraire de renouer les fils coupés et d'une certaine manière relier le passé et le présent. L'architecture s'est avérée être un site important pour cet effort. Les romantiques ne pouvaient pas défaire l'histoire, bien sûr. Ils ont dû s'accommoder d'idées problématiques modernes, comme la compréhension historiciste du passé, qui considère le passé comme lointain, fragile, en perpétuel recul, en perpétuelle décomposition, un pays étranger, selon les termes de David Lowenthal, et en même temps essentiel de ne pas perdre. Et tandis que la réserve perçue de l'histoire tangible diminuait, la demande ne faisait qu'augmenter. La mémoire collective de la communauté imaginée est ainsi progressivement recadrée en tant que patrimoine. Un changement est perceptible dans le mot lui-même, patrimoine, qui décrit un produit plutôt qu'un processus. Une chose qui passe de génération en génération, chacune responsable de sa survie. Il s'agit d'une perspective très différente de celle qui considérait autrefois la vie du passé dans le présent comme une continuité divinement garantie du but et du sens de la vie. Par contre, patrimoine part du principe que l'histoire est définie par le changement. Chaque moment transforme ce dont il hérite et s'attend à ce que le moment suivant le transforme encore davantage. Le passé disparaît si des preuves tangibles ne sont pas préservées. On ne regarde plus le passé comme un guide direct vers l'avenir, mais comme un ballast sur les mers de l'incertitude. Cette mutation a conduit à une alliance fascinante
dans la politique culturelle française entre une Église catholique renaissante et un État français laïque. Des militants néo-catholiques comme le comte de Montalembert et Alexis-François Riault s'allièrent à des athées comme Prosper Mérimée, Viollet-le-Duc et Victor Hugo. Les deux groupes avaient en commun le sentiment que la nation, après les ruptures de la Révolution, avait besoin d'une nouvelle et authentique mémoire collective. Les néo-catholiques espéraient récatholiciser la société française et renverser la tendance à la sécularisation. Les athées étaient motivés par une variété de visions politiques très, très différentes. Sous les ordres de François Guizot, un appareil gouvernemental est mis en place pour inventorier, exploiter, restaurer et faire connaître les archives et les monuments historiques de la France. Le discours de ces années évoque sans cesse le spectre de la mémoire, mais à bien des égards, ces matériaux historiques sont désormais présentés moins comme des supports de la mémoire des Français modernes que comme des témoins de la mémoire collective des Français intérieurs, comme des supports d'une mémoire de la mémoire de nos ancêtres. Cette nouvelle compulsion d'archiver et de conserver reflétait la reconnaissance mélancolique que la mémoire collective avait été brisée dans le passage vers une société de masse. En l'absence de l'ancien processus de mémoire, il ne restait que des produits. Ces bâtiments, artefacts et documents que le passé avait laissés derrière lui pour que le présent puisse se creuser la tête. Et seul l'État, maintenant, pouvait embrasser tout ce qui restait récupérable. Et ceux-ci sont de plus en plus soumis à l'analyse des experts. Plus jamais ce serait vu, comme autrefois, comme une preuve d'une continuité entre passé et présent. Dans le discours autour de la restauration de Notre-Dame, il est sans cesse souligné que absolument rien ne doit être ajouté à l'édifice à partir de l'imagination des architectes. Comme l'écrivent les deux architectes eux-mêmes, tout ce qui a été ajouté au cours des siècles doit être conservé et restauré dans le style propre, avec une abnégation totale du goût ou de l'opinion personnelle. Le produit déposé par l'histoire est sacré. Le présent n'a pas le droit d'y laisser sa marque distinctive. Les néo-catholiques ont quitté leur alliance avec les laïcs lorsqu'il est apparu que l'État n'avait pas l'intention de laisser les résidus rénovés du Moyen-Âge spiritualiser la société française. Bien au contraire, lorsque l'État a restauré un bâtiment médiéval, il l'a transformé en une icône culturelle et implicitement laïque, et nulle part ailleurs cela n'a été plus vrai qu'à Notre-Dame. Ce n'est pas un hasard si les principaux défenseurs catholiques de la préservation des monuments étaient des aristocrates comme Montalembert. Leur vision de la société était bien différente de celle même du roi Louis-Philippe. Montalembert présentait le roi Ludwig II de Bavière comme un modèle. Ludwig, qui avait appauvri son État et son peuple en refaisant Munich à l'image de Florence et de Rome, avec des quasi-répliques du Palais Pitti, de la Loggia dei Lanzi, de l'Arc de Constantin, de l'Hôpital des Innocents, etc. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le catholicisme international sous Pie IX avait commencé à se détacher de l'influence de ces catholiques libéraux et à présider plutôt une renaissance catholique populaire de grande envergure, basée sur une version soigneusement gérée de la religiosité populaire, centrée sur le pèlerinage et la dévotion mariale. L'Église en plein essor était soudain trop occupée à construire de nouveaux complexes ecclésiastiques, par exemple dans des endroits comme Lourdes, pour se disputer des cathédrales médiévales avec l'État français. Dans le journal amusant en 1856, alors que les destructions haussmanniennes s'accélèrent, un humoriste avec une voix beaucoup moins timide que celle des auteurs du Journal de Paris décrit comment, dans ces derniers temps,
La Sainte-Chapelle restaurée était ouverte au public. On entrait là, le chapeau sur la tête, on levait le nez en l'air 5 minutes, on examinait cet intérieur démeublé, peinture leurrée, dorée, vernissée, flamboyant, neuf, éclairé de vitraux de salle à manger. L'on sortait de là peu édifié et l'on ne se serait nullement étonné de voir au-dessus de la porte cet écriteau « Appartement fraîchement décoré à louer ». La nouvelle classe bourgeoise dirigeante a donc pris le gardiennage de Notre-Dame et d'édifices similaires et les a entièrement remodelés, les projetant comme des crochets sur lesquels la communauté imaginée de la nation pourrait accrocher une mémoire collective moderne, ou, pour le dire autrement, Notre-Dame a été refaçonnée simultanément comme lieu de mémoire et comme table rase. Tous les deux itérations accompagnées d'une mise en garde implicite contre les récits et même les mémoires non officielles. Tout cela forme le pédigré des débats qui se sont déroulés en 2019 à la suite du tragique incendie de Notre-Dame. Cela semble déjà bien loin, mais lorsque Notre-Dame a brûlé, les manifestations des Gilets jaunes étaient en pleine effervescence. Après l'incendie, les milliardaires français qui avaient réussi à obtenir du néolibéral Macron des réductions massives de leurs charges fiscales ont commencé à rivaliser entre eux pour faire le plus gros don pour la réparation de la cathédrale. Les héritiers de Louis Vuitton, de Moët, de Total et bien d'autres. Plus d'un gilet jaune interrogé dans la rue ou tenant une pancarte a déclaré « Les cathédrales, c'est bien, nous n'avons rien contre, mais on ne peut pas les traiter mieux que les gens. » Certains avaient des pancartes qui disaient « Je suis Notre-Dame ». D'autres disaient le contraire, « Notre-Dame, c'est pas nous ». Quoi qu'il en soit, il était évident que ces provinciaux étaient outrés à la vue des plutocrates métropolitains qui avaient le choix de prodiguer leurs richesses à la cathédrale incendiée plutôt qu'à des mesures de solidarité sociale de base. Ces citoyens provinciaux n'étaient pas activement hostiles à leur symbole national gothique à Paris, mais ils ne se sentaient pas non plus envers lui comme le ministre Guizot semble l'avoir envisagé 2 siècles plus tôt. De manière surprenante, de nombreux acteurs du monde de l'architecture et de ses environs ont également été relativement sereins. Les blagues puériles n'ont pas manqué de la part d'artistes et d'architectes qui ont proposé de reconstruire la basilique en piscine à horizon ou en parking. Plus révélateurs peut-être, étaient ceux qui proposaient de le transformer en icône de l'architecture néolibérale, même si, bien sûr, ce n'est pas ainsi qu'ils l'ont présenté. Je parle des architectes qui proposaient d'utiliser les millions de Louis Vuitton et de L'Oréal pour faire parade de leurs propres vertus en érigeant des membranes performatifs biomimétiques et des éco-jardins transparents. Ces éléments auraient eu la même fonction à Notre-Dame que dans les sièges sociaux des entreprises, c'est-à-dire de représenter la transparence supposée du capitalisme et la préoccupation supposée de l'élite capitaliste envers l'environnement. Un architecte a même suggéré, sans ironie, je crois, de transformer la Flèche en colonie d'apiculteurs pour produire du miel pour les sans-abri de Paris. Notre-Dame, dans son incarnation moderne et officielle, semble ne pas avoir été à la hauteur des espoirs du ministre Guizot. On rencontrait même la déclaration que l'incendie de Notre-Dame était une opportunité de faire entrer le bâtiment iconique dans l'ère moderne. L'incendie avait effectué une sorte de destruction créative qui permet de perturber un paradigme périmé. Le fait que l'on a parlé d'un site comme Notre-Dame avec autant de désinvolture est à mettre en relation avec l'évolution historique que j'ai suivie ici, à savoir
l'appropriation du monument historique des processus humains denses et multiples auxquels il participait autrefois, pour le refonder comme objet formel disponible aux expériences de la communauté imaginée de la nation. Ceux qui n'ont pas pris l'incendie de Notre-Dame à la légère et qui n'ont pas vu d'un bon œil ses flèches de verre et ses jardins écologiques étaient un groupe hétérogène. D'un extrême, il y avait des nationalistes, des ultra-catholiques, des royalistes, des fous et d'autres groupes définis par la fureur de ne plus se trouver au centre de la culture nationale. Ils ont répondu par des conspirations, par un culte exagéré des symboles officiels de la nation, comme si pour démontrer qu'eux seuls seraient capables de donner à la nation l'amour et le respect qu'ils méritent. Certains se sont emparés de Twitter, YouTube et Facebook pour proclamer l'évidente conspiration derrière un incendie qui n'était manifestement pas un accident, qui ne pouvait pas être un accident et qui était manifestement provoqué par les ennemis de la France traditionnelle. Même si le nombre de conspirations proclamées a sapé un peu l'idée que c'était tellement évident qui était le responsable. C'était les musulmans, les juifs, les laïcs, c'était Macron, les médias. Tous ces coupables semblaient plausibles à quelqu'un. Les personnes qui ont réagi à l'incendie le plus comme Guizot auraient pu l'espérer se trouver parmi les élites, les gens pour qui la nation moderne fonctionnait le mieux. C'est notre patrimoine, a déclaré le milliardaire François Pinault, notre culture qui est en jeu et aussi notre fierté nationale. Mais qui est exactement le nôtre ici? En décembre 2016, le président François Hollande a commandé le projet de Dominique Perrault et Philippe Bellaval, dont on a déjà parlé aujourd'hui. Perrault a déclaré que leur proposition démontrait la possibilité de créer environ 100 000 mètres carrés sur l'île, ce qui équivaut à une nouvelle valeur foncière de plus d'1 milliard d'euros. À l'époque, il était entendu que le projet était plus ou moins impossible à réaliser. En tant que monument historique classé et site du patrimoine mondial de l'UNESCO, toute la zone était soumise à de sévères restrictions. Mais avec l'incendie, le projet fait à nouveau parler de lui. On se souvient du célèbre mantra néolibéral « Ne jamais laisser une bonne crise se perdre ». Les lois négociées en 2019 pour créer un établissement public pour les travaux de la cathédrale indiquaient que cet établissement peut se voir confier l'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale, notamment le parvis, la promenade du flanc sud et le square Jean 23. Et rien n'empêche, semble-t-il, que ces travaux soient financés par les dons reçus pour la réparation de la cathédrale. Dominique Perrault a souligné que la configuration actuelle de l'île de la Cité ne permet pas d'exploiter les millions de touristes qui viennent voir Notre-Dame. Les conditions qui les accueillent sur l'île sont, selon lui, indignes. Les aménagements de l'île de la Cité sont insuffisants pour empêcher ces visiteurs de se rendre ailleurs dans la ville. Seuls 500 000 touristes par an visitent aussi la Sainte-Chapelle. La solution proposée par Perrault et Bellaval est la suivante. Ouvrir le parvis Notre-Dame et le revêtir de verre, un nouveau réseau de circulation souterraine avec un embarcadère adjacent pour les bateaux touristiques, des plateformes flottant avec une piscine, des cafés, des restaurants et des salles de concert. Le long de la Seine, une promenade verte, des verrières, des passages couverts, des galeries souterraines et des atriums en sous-sol partout, remplis d'endroits pour acheter un café, manger une crêpe, aller aux toilettes et regarder des installations artistiques. Le projet suscite un regain d'intérêt, en partie en raison de la pratique croissante de la désaffection programmée, qui consiste à transformer les bâtiments haussmanniens d'État en entreprises privées génératrices de revenus. L'Hôtel Dieu,
est une propriété de l'assistance publique Hôpitaux de Paris. Mais déjà en 2010, il faisait l'objet d'une obsolescence programmée. Des groupes comme la Commission de Vieux Paris ont été consternés, mais finalement, 40% de ces 55 000 mètres carrés ont été loués pour une période de 80 ans au groupe privé Novaxia pour un coût de 144 millions d'euros pour l'exploitation d'une série de restaurants, d'un espace de coworking et de quelques bureaux et laboratoires. Des projets similaires ont été initiés dans l'ancien palais de justice et au 36 quai des Orfèvres. Comme l'ont remarqué de nombreux critiques, on demande de plus en plus aux monuments français de gagner leur droit à la survie en devenant rentables. Au printemps dernier, un chroniqueur d'un magazine catholique assez conservateur affirmait que la meilleure solution pour l'avenir était de déconsacrer Notre-Dame et de la transformer en musée. Il affirmait que la cohabitation entre les fidèles et les touristes était devenue impossible. Frederick Jameson écrit que la logique même du capitalisme tardif est une logique absolument totalisante qui veut pénétrer partout et établir des liens avec tout. Avec peut-être un café Maurice de Sully dans la nef nord, un théâtre multimédia dans une charpente en fibre de carbone et une brasserie Viollet-le-Duc 4 étoiles dans l'ancienne sacristie. Notre-Dame aussi pourrait être pleinement absorbée dans l'espace international de la consommation. Les composantes esthétiques et éthiques de la cathédrale étaient déjà sous pression dans le débat familial de 1780. Cette rupture pourrait être consommée dans nos jours, dans une île de la cité réimaginée, accueillant quelques millions de touristes supplémentaires par an. La vieille cathédrale pourrait prospérer en tant qu'icône de notre mémoire collective internationale du tourisme de masse. Je vous remercie.